Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Un grand merci à tous mes abonnés, je sais que vous attendiez cette période avec impatience. On en avait parlé sur les réseaux sociaux, on en a parlé, ça y est, l'heure est arrivée, The Last of Us débarque. Et à tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui vont découvrir la chaîne, bienvenue à vous, j'espère que ça vous plaira. Sachez que ma chaîne Ciné-Série Galaxy est la chaîne YouTube la plus spécialisée dans les adaptations de jeux vidéo. C'est celle qui traite le plus les adaptations de jeux vidéo, que ce soit en film, en série, live action, animation. Il y a une playlist dédiée, c'est le cœur de la chaîne, avec près d'une cinquantaine d'adaptations déjà traitées, et d'autres adaptations qui vont arriver cette année, plusieurs dizaines, et on va couvrir toutes les adaptations de jeux vidéo existantes et celles à venir. Donc autrement dit, il y a encore énormément de quoi faire. Mais The Last of Us, c'est un jeu vidéo mythique, un jeu vidéo cultissime. Et je ne voulais absolument pas passer à côté. Donc c'est pour ça que je suis soulagé que Amazon Prime l'ait mis à notre disposition en France. Alors vous pouvez l'avoir en VF ou en VOST selon votre goût. Et en plus, on l'a exactement à la même heure qu'aux US, bon, si on compte le décalage horaire, c'est-à-dire chez nous à 3h du matin. On n'aura pas à attendre 6h ou 9h du matin. On n'aura pas à avoir des spoilers sur les réseaux sociaux. Autrement dit, pour ceux qui vont aller sur les réseaux sociaux tous les lundis matins, coupez vos réseaux sociaux si vous ne voulez pas vous faire spoiler, parce que les réseaux sociaux, les spoilers, ça va fuser de partout. Mais donc voilà, c'est disponible chez nous à 3h du matin. Et j'ai attendu, j'ai actualisé. Et à 3h pile, j'ai lancé l'épisode. Est-ce que c'est l'adaptation parfaite, sachant que les premières critiques étaient tombées il y a quelques jours sur Rotten Tomatoes, on avait eu d'abord un 100%, ensuite c'était tombé à 97%, bref, les critiques étaient unanimes pour dire que c'était l'adaptation rêvée, l'adaptation exemplaire. Est-ce que c'est le cas à mes yeux, sachant que je connais bien le jeu, sachant que, voilà, j'ai le jeu, alors bah, là il est sous blister, j'ai le jeu version PS4, il est sorti sur PS3 en 2013, le remaster sur PS4 et il est sorti donc le remake The Last of Us Part 1 sur PS5 récemment. Ceci dit, vu le prix du remake, si vous n'avez pas envie de trop vous embêter, vous pouvez trouver en physique, parce que moi je suis plutôt pour le physique plus que pour le démat. Vous pouvez le trouver en promotion dans n'importe quel grand supermarché ou peu importe à 10€ en promo quand c'est les soldes en plus. Donc 10€, The Last of Us Remaster sur PS4, ça vaut franchement le coup, il ne faut pas s'en priver. Si vous n'avez jamais fait le jeu, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est l'adaptation parfaite? Il faut savoir que The Last of Us, le jeu, c'est un jeu qui prenait son temps, il y a beaucoup de mélancolie, il y a des moments calmes, il y a des moments dramatiques, c'est un jeu qui brille aussi par ses non-dits, ces moments de silence entre les personnages, et c'est un jeu qui arrive à faire passer de l'émotion, parfois sans dialogue. Donc c'est un jeu qui vraiment prend son temps. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ne vous attendez pas dans l'adaptation, ou en tout cas dans les jeux, ne vous attendez pas du style World War Z ou 28 jours plus tard, c'est-à-dire, enfin plutôt World War Z, ou des zombies qui courent de partout, une espèce de gros carnage. C'est vraiment un jeu intimiste. C'est un blockbuster triple A, mais c'est un jeu intimiste avec des phases où ça va être beaucoup plus calme. Et donc, on était en droit de s'attendre à ce que la série soit aussi qualitative que le jeu. Alors, pour cette vidéo, pour ce premier numéro, puisqu'on se retrouvera tous les lundis pour chaque épisode, et tous les mercredis soirs à 21h avec mes invités pour des lives de débriefing, comme on l'avait fait l'année dernière pour Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, où pendant 8 ou 10 semaines, on avait décortiqué en live tous les mercredis soirs les épisodes. Ben là, on fera pareil tous les mercredis soirs, dès ce mercredi, en débriefing, avec des captures d'écran de l'épisode, avec mes invités. Certains connaissent les jeux, d'autres pas. On va vraiment débriefer, vous faire le comparatif avec la série. Mais pour cette première vidéo, je vais vous faire une petite partie sans spoilers pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Et ensuite, on va passer aux spoilers. Et pour les prochaines vidéos, ce sera que du spoilers, donc du 100% spoilers. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, cet épisode, on peut le découper en deux parties. Les 35 premières minutes, le prologue, qui se déroule dans cette série en 2003, et l'action présente, qui est la majeure partie de l'épisode, sur 1h20, on peut dire, allez, 50 minutes,
qui se déroule 20 ans plus tard, en 2023, c'est-à-dire à l'heure actuelle. Durant le prologue, on va s'intéresser à Joel Miller et sa fille Sarah. Joel a un frère, Tommy, et ce sont les premières heures de l'apocalypse. Un virus, ou plutôt un champignon, va être libéré et va contaminer le monde entier, tous les États-Unis, mais c'est sur la planète entière. Ça va amener les gens à muter et à avoir un comportement un petit peu de zombie, mais qui cavale. Hein, voilà, pas les zombies de The Walking Dead, des zombies qui cavalent, façon plutôt 28 jours plus tard, World War Z. Pour World War Z, pour les zombies qui cavalent, hein, pas pour, comme je vous disais, c'est pas un truc avec des milliers de zombies de partout, c'est vraiment quelque chose qui prend son temps. Alors, les 35 premières minutes, clairement, elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles parce qu'il y a certains moments flippants. Elles sont exceptionnelles parce qu'elles sont d'une extrême fidélité au jeu. Et elles apportent encore plus de détails et on est vraiment dans l'émotion, dans le développement de personnages. Et ensuite, on a les 50 minutes restantes qui adaptent les premières heures du jeu, mais qui les compressent. Il faut savoir que dans les premières heures du jeu, il y a pas mal de gameplay, on va s'infiltrer, on va avoir pas mal voilà, des armoires à pousser, des échelles, des bennes à ordures, on va s'infiltrer dans des bases. Ici, tout ça va être très condensé pour nous amener à la rencontre entre Joel et Ellie. Ellie, le personnage donc joué dans la série par Bella Ramsey, que l'on avait vu dans le rôle de Lyanna Mormont dans Game of Thrones, qui joue le rôle de Ellie. Ça, normalement, dans le jeu, ça prend quand même, allez, on va dire facilement 2 heures, 2 heures et demie entre le début du jeu et la rencontre avec le personnage d'Ellie. Tout ça va être compressé. Donc, si je devais vous dire mon ressenti sur les 35 premières minutes, j'ai trouvé ça exceptionnel. Sur le reste de l'épisode, c'est excellent, mais c'est pas parfait. J'aurais aimé que ça prenne plus son temps. On sent qu'il y a des gros raccourcis, notamment sur certains arcs narratifs. Un arc relié au personnage qui s'appelle Robert, l'arc narratif qui est dédié aux Lucioles. On sent que c'est compressé. J'aurais aimé que ce soit un peu plus développé, que ça prenne un peu plus son temps. Et du fait que ce soit compressé par rapport au jeu, on perd un petit peu d'émotion. Vraiment, voilà. Mais encore une fois, je vais vous faire la comparaison avec le jeu. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, vous y verrez pas beaucoup de... Voilà, vous verrez que du feu, ça vous posera pas vraiment de problème. Mais les 35 premières minutes sont vraiment beaucoup plus émouvantes. Il y a plus d'émotions que dans le reste de l'épisode. Ça ne veut pas dire que le reste, c'est de la grosse action bourrine, mais voilà, c'est les 35 premières minutes, c'est là où on va s'attacher au personnage, notamment au personnage de Sarah, joué par Nico Parker. Et si son visage, alors c'est pas la même... Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique, ils ont pris une afro-américaine, dans le jeu elle est blanche, je ne veux pas rentrer dans la polémique, c'est bon, il y en a beaucoup qui ont fait la polémique sur House of the Dragon, sur les Anneaux de Pouvoir, j'ai pas envie de me prendre la tête. L'actrice Nico Parker qui joue Sarah dans la série est excellentissime. Elle m'a impressionné. Et si son visage vous semble familier, c'est normal, c'est la fille de Sandy Newton. Sandy Newton qui jouait avec Tom Cruise dans Mission Impossible 2, mais que vous avez surtout vu dans Westworld récemment. Voilà, Sandy Newton, actrice exceptionnelle. Elle avait joué dans Collision de Paul Haggis. C'est vraiment une actrice et sa fille lui ressemble, c'est impressionnant. Je ne savais pas que c'était la fille de Sandy Newton. J'ai regardé le casting après avoir fini l'épisode. Parce qu'elle ne porte pas le même nom que sa mère. Et oui, c'est vraiment frappant. C'est la fille de Sandy Newton. Donc vous verrez sur ses yeux. Elle a le même visage que sa mère lorsqu'elle était jeune. C'est impressionnant. Et cette petite joue brillamment. Elle est très touchante. Elle est juste à tous les moments. Et en plus, elle a plus de développement que la Sarah que l'on a dans les jeux. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire dans cette partie sans spoilers. On a Anna Torv qui joue le personnage de Tess, qui a de l'importance dans le début du jeu. Alors, pour la ressemblance physique, c'est pas forcément une grande ressemblance avec les personnages, si ce n'est Pedro Pascal, qui est encore une fois exceptionnel comme d'habitude. Pedro Pascal, il n'y a absolument rien à redire. Ils ont fait un très bon choix. On aurait pu faire 1 million de choix. On aurait pu prendre Hugh Jackman, on aurait pu prendre Karl Urban, on aurait pu prendre plein d'autres acteurs. Pedro Pascal est excellentissime. Le vieillissement, le vieillissement de l'écart de 20 ans, c'est bien fait. Bon, après, ils lui ont un petit peu blanchi les cheveux.
il n'y a pas grand-chose à redire. L'acting est très bon. Gabriel Luna, qui fait le frère donc, de Joel, qui fait le frère de Pedro Pascal dans la série, on le voit très peu, mais il est excellent, bien meilleur que dans Terminator Dark Fate. Donc, côté interprétation, il n'y a rien à redire pour moi. Et la grosse interrogation, c'était Bella Ramsey, étant donné qu'elle ne ressemble pas physiquement à Ellie. Est-ce que au niveau du caractère, elle allait être similaire à Ellie? Et oui, c'est vraiment ressemblant. Elle a du caractère, elle est très intelligente, on le voit dans certaines répliques. Bella Ramsey est un très bon choix, même si, oui, elle ne ressemble pas à la Ellie des jeux. Ça pourra décontenancer ceux qui connaissent bien les jeux. Maintenant, il faut garder en tête que c'est une adaptation. Il y aura quelques libertés qui seront prises. C'est pas très grave. Ça reste une réinterprétation des jeux, mais c'est quand même très fidèle dans l'ensemble. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie sans spoilers. Et maintenant, on va passer à la partie avec spoilers. Alors, dans la première demi-heure, bien évidemment, les villes, c'est la même chose. Austin, Texas pour le prologue, Boston pour le reste de l'aventure. Sarah, quand on la voit au début, il y a beaucoup plus d'attachement au personnage parce qu'elle a des petites attentions et il y a vraiment un comportement fusionnel. On sent l'amour d'une fille pour son père dans des petites attentions, comme quand elle va faire réparer la montre de son père, la montre qui est cassée, qui va avoir de l'importance symboliquement, puisque c'est la montre de Joël qu'on va voir tout au long du jeu, la montre qui ensuite sera cassée. On va avoir une petite histoire autour de cette montre qui va nous transmettre les sentiments de la fille de Joël envers son père. Elle a une petite attention, elle va faire réparer la montre pour l'anniversaire de son père. On sent que c'est vraiment une fille qui est attachée à son père. Voilà, elle va lui réserver, elle va prendre le DVD chez sa voisine d'un film que son père aime. Ça, c'est des petits détails qu'il n'y a pas dans les jeux et j'ai trouvé ça brillant de faire ça parce qu'on s'attache vraiment encore plus au personnage de Sarah. Et du coup, quand elle va mourir d'une balle du soldat qui va, la scène est identique au jeu, c'est ça qui est génial. Pour ceux qui connaissent pas les jeux, c'est la découverte, mais je pense que la majorité d'entre vous connaissent les jeux. On se doutait de ce qui allait arriver, et le fait de développer encore plus le personnage, de nous le rendre encore plus attachant, c'est encore plus déchirant de la voir qu'elle se prend une balle et qu'elle meurt. Après, c'est quand même quelque chose dans le jeu où je trouve que c'était peut-être pas assez larmoyant. Moi, j'aime bien quand c'est un peu larmoyant. C'est quelque chose que j'aurais pu un peu reprocher au jeu, qu'on fasse la transition 20 ans après directement. J'aurais aimé qu'on s'attarde un petit peu plus. Bon, c'est pas très grave, ça c'est juste une question de goût personnel, mais c'est la même chose que dans les jeux. La même scène, la course-poursuite en voiture, quand ils essayent de sortir de Austin, de la ville, quand ils passent à travers la ville, il y a un crash d'avion qui n'est pas dans le jeu. On voit pas mal de scènes qui sont identiques de gens qui sont dans la ville en train de s'entre-dévorer, mais ça a été rallongé et ça c'est génial. Mais la scène que j'ai trouvé le plus marquant et le plus flippant, c'est des petits détails. C'est quand Sarah est à l'école où on voit quelqu'un qui fait des jeux de lumière avec le reflet de sa montre. Et on pourrait se dire au départ, tiens, c'est un camarade à elle qui essaye d'attirer son attention. Mais en fait, c'est la main d'un élève qui tremble parce qu'on comprend que déjà en classe, il y a des élèves qui commencent à être contaminés par ce champignon, ces spores du cordyceps. Je vais y revenir parce que c'est la scène la plus importante de l'épisode pour moi, la scène d'introduction sur les scientifiques. En tout cas, voilà, ce petit détail qu'on n'avait pas dans le jeu où on voit que déjà dans la journée précédant l'apocalypse, il y a déjà des gens, y compris parmi les jeunes, qui sont contaminés. Et alors la scène la plus flippante de tout l'épisode, c'est quand elle va voir sa voisine, dont la mère est grabataire sur une chaise roulante. Et pendant que Sarah est en train de regarder un petit peu l'étagère, on voit en flou, en arrière-plan, la vieille, enfin la femme âgée, qui commence à avoir un comportement, qui commence à avoir le visage qui se déforme. J'ai trouvé ça très flippant, ça m'a fait penser à ça, chapitre 2, avec la vieille, je vais dire la vieille, avec la vieille qui était flippante, où on avait Beverly qui allait rendre visite, donc jouée par Jessica Chastain, qui allait rendre visite. Et on voyait en fait, c'était Pennywise qui était déguisé
en femme âgée. Eh ben là, ça m'a fait penser un petit peu à la même genre de scène. C'était vraiment flippant. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas dans le jeu original, qui instaurent vraiment une ambiance angoissante et en plus qui nous font flipper pour le personnage, voilà, pour Sarah. C'est allongé, c'est très bien. Vraiment rien à redire sur ce prologue. Et donc, comme je vous disais, pour moi, la scène la plus importante, et ça, c'est un reproche que j'ai à faire à The Walking Dead, par exemple, mais qui sera, à mon avis, corrigé avec les spin-offs de The Walking Dead, c'est que dès le départ, dès la première scène, on nous explique les débuts de l'épidémie, on nous explique comment l'épidémie va être, comment l'épidémie va se déclencher. La première scène de l'épisode se passe en 1968. On a une émission de télévision, façon les vieilles émissions un peu vieillottes avec le présentateur, ouais, voilà, en 1968, donc 35 ans avant le prologue, puisque le prologue est en 2003, où on a des scientifiques qui parlent de comment le monde pourrait s'effondrer. Et il y en a un qui parle de virus, de pandémie, bon, forcément ça nous fait penser à ces 3 dernières années, et l'autre scientifique, son collègue, dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Si pandémie il doit y avoir, ce sera des spores d'un champignon, et il mentionne plein de noms scientifiques de champignons, dont le cordyceps. Et c'est ça dans le jeu, le cordyceps, c'est ce champignon, les spores de ce champignon qui va infecter les gens et qui va les faire muter au niveau du cerveau, qui va, tel un parasite, qui va prendre le contrôle de ses hôtes. Et c'est exactement ce qui est expliqué en début. C'est bien expliqué. Et ça nous permet de comprendre aussi comment et pourquoi ce champignon s'est développé, puisque le présentateur dit oui, mais le corps humain à 35 degrés, voilà, il peut tuer le parasite. Et le scientifique de répondre oui, mais étant donné qu'il y a du réchauffement climatique, si la température se réchauffait, ce champignon pourrait se développer. Alors, la scène se passe en 1968, il n'y a pas encore le réchauffement climatique, mais on comprend que c'est à cause du réchauffement climatique que ces spores, que ce champignon et ces spores sont libérés et prennent le dessus sur le corps humain. Et ça, c'est brillant d'avoir fait ça. Ça permet de relier à l'actualité du réchauffement climatique, de l'écologie. Ça ancre dans le réel, c'est plausible, c'est possible. Donc, c'est brillamment adapté par rapport au jeu, qui le mentionnait à peine dans le générique de tout début du jeu. Et là, c'est dès le départ la cause qui est bien expliquée. Et donc ensuite, maintenant qu'on a cette cause, maintenant qu'on sait comment l'apocalypse est arrivé, on va pouvoir se pencher sur les personnages. Donc voilà, le prologue, scène d'introduction en 1968, et toute la séquence entre 2003 et le moment où Sarah meurt dans les bras de son père, tout ça c'est vraiment irréprochable, encore mieux développé que dans le jeu. Et puis là où j'ai eu des frissons, et franchement j'étais vraiment, voilà, j'étais heureux, c'est le générique avec la musique de The Last of Us par Gustavo Santaolalla, le compositeur du jeu. C'est la même musique que The Last of Us, c'est le thème de The Last of Us. Et là, voilà, pour moi, ça c'est un gage de qualité. Quand on reprend la musique d'un jeu, la musique emblématique, et qu'on la met au générique, voilà, on sait qu'on va pouvoir s'identifier, et ça c'est bon. Et ensuite, donc, il y a les 50 minutes restantes avec Tess, l'histoire de Tess qui est doublée par Robert, avec qui elle est en affaire. Robert, qui est une espèce de petit malfrat magouilleur, mafiosi. Alors, dans le jeu, il a volé des armes. Là, il a volé une batterie. Dans le jeu, ils ont besoin des armes pour faire de la contrebande. Là, Joël et Tess, ils ont besoin de la batterie pour prendre une voiture, pour aller retrouver Tommy, qui est à quelques dizaines ou centaines de kilomètres, dont ils n'ont plus de nouvelles. Donc voilà, ça diffère un petit peu des jeux. Et cette séquence-là est vraiment compressée, alors que dans le jeu, on prenait le temps de s'infiltrer dans le repère de Robert, de descendre tous ces hommes, ou bien de le faire en infiltration. C'est là aussi comment dire ça, la caractéristique de The Last of Us. Soit on peut y aller en mode bourrin, comme dans les Metal Gear Solid, on tue tout le monde, soit on peut y aller en infiltration. Bref, le résultat était le même. Robert se faisait tuer, et ensuite, on apprenait que la cargaison avait été revendue aux Lucioles, un groupe de résistants dirigé par Marlène. Alors là, c'est la même chose, sauf que voilà, c'est une batterie au lieu d'un gros stock d'armes.
et l'action est compressée au lieu qu'il y ait toutes ces séquences d'infiltration qui durent 3/4 d'heure, 1 heure. Tout ça est compressé en 20 minutes. Et en parallèle, on a la relation entre Marlène et Ellie. Ellie, dont on apprend à la fin de l'épisode qu'elle a été mordue 3 semaines auparavant par une infectée, mais en réalité, elle n'a pas muté, elle est l'antidote, elle a les anticorps pour résister à ce champignon, elle est la clé pour potentiellement sauver l'humanité. Et Marlène, la chef de ce groupe, les Lucioles, veut absolument la protéger pour l'amener à un autre endroit où il y a leur quartier général, à un autre endroit. Donc c'est la clé, mais comme elle ne peut pas elle-même accompagner Ellie, elle va demander à Joël et Tess de le faire, et elle leur dira, si vous le faites, je vous rendrai toutes les armes, ça c'est dans le jeu, et là elle leur dit, je vous donnerai la batterie, je vous donnerai un véhicule, et vous pourrez rejoindre Tommy. Sachant que Marlène et Tommy se connaissent, puisque Tommy travaille pour les Lucioles, le groupe de résistants. On voit des scènes de la Fedra qui est on va dire la branche du gouvernement qui a pris le pouvoir, gouvernement un petit peu à la fois composé de scientifiques et de militaires, un petit peu comme le CDC ou l'OMS ou le DARPA. C'est donc la Fedra qui, c'est exactement comme dans les jeux, et on voit qu'ils font des exécutions, des pendaisons. Dans le jeu, c'est des exécutions à bout portant lorsqu'ils détectent des gens qui sont infectés. Ça, on l'a aussi. C'est un petit peu plus développé d'ailleurs. On voit un gamin qui, en dehors de la zone de quarantaine, arrive près de la zone de quarantaine. Ils ouvrent les portes, ils récupèrent le gamin. Ils le rassurent en lui disant tout va bien, mais ils le scannent et on voit qu'il détecte qu'il est infecté. Et ensuite, on voit Joël et d'autres qui bossent un petit peu à leurs heures perdues pour le gouvernement, à brûler des cadavres de gens infectés, et on s'aperçoit qu'il y a le cadavre du gamin. Ça, c'est une manière de nous montrer un petit peu l'horreur de la situation qui n'est pas dans le jeu. Dans le jeu, on voit directement sur les trottoirs des gens qui sont contrôlés et qui sont abattus quand ils sont infectés. Donc, pour le coup, ça, c'est un peu plus développé, mais c'est surtout les séquences d'infiltration à travers des bâtiments, à travers des égouts, tout ça qui prend facilement 2 heures, qui est compressé en quelques minutes. C'est normal, c'est une adaptation, c'est pas nous, les joueurs, qui dirigeons les personnages, donc forcément c'est compressé. J'aurais aimé que ce soit un peu plus développé, qu'on prenne un peu plus notre temps, qu'on ait toutes ces phases un peu obscures dans la pénombre, avec, avec des gens infectés, avec des clickers, avec des claqueurs. Mais tout ça, on devrait l'avoir dans les prochains épisodes. Puis voilà, bien évidemment, donc, la rencontre entre Joël et Tess et Ellie, et le fait qu'ils vont l'amener à l'extérieur donc, de Boston. Et c'est comme ça que se termine l'épisode, avec ces décors que l'on a dans le jeu, qui sont encore mieux faits dans la série, forcément, avec ces tours qui sont effondrées les unes sur les autres, la végétation qui a repris le dessus. C'est très très fidèle au jeu scénaristiquement. Les petits changements qu'il y a ne sont pas dérangeants, mais gardez en tête que c'est une série, donc l'aspect infiltration et plateforme a été un peu mis de côté pour se pencher un peu plus sur les relations entre les personnages. Pour le meilleur ou pour le pire, moi j'ai vraiment aimé, mais je ne peux pas dire que ce soit une adaptation parfaite, parce que des adaptations parfaites, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Après c'est une question de goût bien évidemment, mais c'est une adaptation exemplaire. C'est une adaptation exemplaire, et si tous les épisodes suivants, les 8 épisodes suivants, sur les 9 épisodes au total, sur les 8 épisodes suivants, s'ils sont aussi bons que ce premier épisode, on aura une très grande série qui ne sera pas seulement une adaptation de jeu vidéo, mais qui sera une grande série post-apocalyptique. En tout cas, ce premier épisode nous montre que dans les prochaines années, il va falloir compter sur les adaptations de jeux vidéo. Je m'en réjouis parce que moi, personnellement, je suis plus hypé par les adaptations de jeux vidéo que, par exemple, les films de super-héros. Parce qu'il y a tellement d'adaptations, il y a tellement de jeux vidéo de genres totalement différents, du RPG, de la plateforme, du survival horror. Ça donne un vivier de créativité avec des adaptations. Rappelez-vous, Cyberpunk Edge Runners, adaptation exceptionnelle qui vous met, qui vous prend aux tripes, et des adaptations de jeux vidéo, il va y en avoir de plus en plus de grande qualité. Ça ne peut que me hyper, me satisfaire, et en plus, ça satisfait à la fois le gamer que je suis et le cinéphile. On va se régaler durant les prochaines semaines. Restez à l'affût.
Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour ne pas manquer les reviews et les lives. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et s'il y a des choses que j'ai oubliées dans cette review parce que c'est une critique à chaud, je vous les dirai mercredi soir. C'est pour ça qu'il y a des lives pour pouvoir décanter un petit peu, se rappeler de tout ce qu'on n'a pas pu. Et je regarderai une deuxième fois l'épisode. Et justement échanger avec mes invités pour voir quels seront leurs avis. J'espère vous retrouver nombreux dans le chat du live et de tous les lives qu'on va avoir tous les mercredis durant les 9 prochaines semaines. Passez une bonne semaine à tous. Merci, portez-vous bien et ciao tout le monde. Et dernière chose, on se retrouve ce soir pour Tales of the Walking Dead, la série anthologique en 6 épisodes, 2 épisodes par semaine diffusés sur OCS. Ce soir, je vous ferai la critique des 2 premiers, lundi prochain des 2 suivants et le dernier lundi de ce mois, les 2 derniers. Donc en 3 semaines, on analysera les 6 épisodes. Ce sera les lundis en fin d'après-midi, en début de soirée. Donc le lundi matin, vous aurez The Last of Us. Le lundi soir, vous aurez Tales of the Walking Dead. Et puis cette semaine, il y aura beaucoup d'autres vidéos. Demain, vous aurez une vidéo d'unboxing de Blu-ray et de livres. Et dans le courant de la semaine, vous aurez la saison 3 de Skyroho sur Netflix, l'excellente, probablement la meilleure série Netflix, la mieux écrite. Les 2 premières saisons sont disponibles sur la chaîne, les critiques. Voilà, on en parlera et puis voilà, il y aura pas mal de vidéos. Énormément de contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner et sachez qu'il y a une playlist, les adaptations de jeux vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci, portez-vous bien et ciao tout le monde.